Tout de suite, on va accueillir un candidat à la présidentielle, Joseph. Et oui, tout à fait. On va accueillir Pierre Larouturou, qui est candidat notamment et qui propose et qui est en faveur très clairement de cette primaire de la gauche, notamment fondateur du parti Nouvelle Donne et député européen. Bonjour Pierre Larouturou. Bonjour. Vous avez donc été l'un des premiers à gauche à soutenir l'organisation d'une primaire avant le scrutin présidentiel. Idée également désormais soutenue par Anne Hidalgo, mais aussi par Christiane Taubira. J'imagine que vous êtes plutôt satisfait de la progression de cette idée d'une candidature unique à gauche. Écoutez, oui, maintenant on est 300 000 à avoir signé sur primairepopulaire.fr, 300 000 qui disent qu'il faut une autre politique pour sauver les retraites, pour sauver l'hôpital, pour créer des emplois, pour gagner la bataille du climat. On voit qu'il y a des pays où effectivement une primaire, ça marche. Vous en avez parlé hier au Chili. Celui qui a gagné contre l'extrême droite, il avait gagné d'abord la primaire de toute la gauche et puis il avait rassemblé autour de lui. En Allemagne, il y a une coalition qui se met en place et la nouvelle coalition, j'ai des amis qui vont être ministres et qui disent qu'ils vont augmenter le salaire minimum de 25%, qui vont améliorer les retraites. Donc la politique, c'est très concret. Mais on sait très bien que ce n'est pas Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse ou Madame Le Pen qui vont améliorer les retraites ou qui vont taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux. Donc il faut qu'on se rassemble et j'espère effectivement que cette primaire populaire aura bien lieu fin janvier et que du coup, en avril, on pourra arriver au pouvoir et changer la vie des gens. Alors vous avez donné des exemples où ça a fonctionné, l'organisation de telles primaires. Mais est-ce que en France, ça n'arrive pas un peu trop tard? On est à 4 mois du scrutin maintenant. Ça aurait été mieux avant, mais c'est pas trop tard. Souvenez-vous, il y a 5 ans, c'était le 29 janvier qu'il y a eu la primaire. Souvenez-vous, la fois d'avant, quand François Hollande, après ça, j'étais pas d'accord avec ce qu'a fait François Hollande, mais une primaire, tout le monde se moquait de François Hollande quand il était à 3% dans les sondages. Monsieur Fraisse-Desbois l'appelait Fabius. Et puis la primaire fait qu'il a dû muscler son discours et qu'il a pu gagner. Donc je crois que ça aurait été mieux avant, mais on voit aussi à droite, il y a 3 mois, personne ne pensait qu'il y aurait une primaire de la droite. Xavier Bertrand avait dit jamais, jamais. Et puis finalement, il y a une primaire. Il y a eu un débat, je n'étais pas d'accord avec leurs arguments, mais il y a un effet. Aujourd'hui, tout le monde dit que Valérie Pécresse peut être peut-être au deuxième tour. Donc moi, mon but, c'est que, non pas pour des raisons politiciennes, je m'en fous des appareils politiques, mais parce que j'ai ma belle-mère qui est retraitée, qui vit avec moins de 1 000 € par mois. J'ai des amis qui sont à l'hôpital et l'hôpital peut craquer n'importe quand. J'ai de la famille, ils sont des paysans et le prix du lait s'est effondré. Donc mon but, c'est qu'on arrive à gagner le pouvoir pour changer la vie des gens. Je vous parle depuis Bruxelles. Je suis député européen, je suis rapporteur général du budget. Vous en aviez parlé il y a 1 an. J'ai fait adopter par tout le Parlement, sauf l'extrême droite, un rapport qui dit on peut taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour les retraites, pour les hôpitaux. On peut créer une petite taxe sur la spéculation et c'est Emmanuel Macron qui bloque. J'ai la preuve que c'est Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui bloquent. Et si nous, on gagne grâce à la primaire populaire, si on gagne en avril, eh bien, on pourra débloquer les négociations au niveau européen et avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites, pour le climat, pour l'emploi. Vous y croyez vraiment, Pierre Larouturou, à une victoire? On sait évidemment que le principal obstacle à cette primaire, c'est les rejets de Yannick Jadot ou encore de Jean-Luc Mélenchon. Vous les appelez à changer de position? Je les rencontre, moi je ne les appelle pas par téléphone, je vais les voir. Quand je vais voir Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, personne ne le sait, je passe du temps avec eux, avec elles. L'autre jour, j'ai montré à Yannick Jadot un sondage. Le seul sondage où Jadot était une fois à 17%, c'est quand il était le vainqueur de cette primaire populaire. Et même si Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas venir dans le scénario, c'est vos collègues du Nouvel Observateur qui avaient testé ce scénario, Mélenchon restait dans son coin, hélas, mais Yannick Jadot était le vainqueur de cette primaire et il était à 17%. Et bien aujourd'hui, si Jadot est à 17%, avec une équipe derrière, avec un vrai projet, et bien s'il est à 17%, il peut être au deuxième tour. Et s'il est au deuxième tour, on peut gagner l'élection et changer la vie des gens très vite. Sauf que pour le moment, Yannick Jadot, il refuse catégoriquement. Pardon, si on peut, parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y en a peut-être qui veulent absolument que Jadot gagne, il y en a qui veulent que Mélenchon gagne, il y en a qui en ont marre parce qu'ils voient le niveau de vie des retraites diminuer, qu'ils ont besoin de justice sociale. Prenez 2 minutes pour aller sur primairepopulaire.fr, c'est gratuit, primairepopulaire.fr. On arrive à 300 000, si on était 350 000 ou 400 000, il y aurait une pression encore plus forte pour qu'on ait ce rassemblement en janvier. primairepopulaire.fr. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même trop de divergences entre les différents candidats à gauche, notamment sur les questions européennes, sur lesquelles vous êtes très impliqué? Justement, c'était vrai il y a 5 ans ou il y a 10 ans et ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, quand on dit qu'on veut taxer la spéculation, j'ai 70% des députés.
Il y a 70% des députés européens qui ont voté le rapport que j'ai proposé et c'est Emmanuel Macron qui bloque. J'ai là la lettre du ministre autrichien des Finances qui dit que c'est la France qui ne veut taxer que 1% des volumes et faire un cadeau à 99%. C'est tout à fait clair qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire roulent pour les traders, roulent pour les gens très très riches. Sur la question de est-ce qu'on lutte contre la précarité chez les salariés des plateformes, mais aussi chez les artisans, chez les professions libérales, eh bien, ça y est, toute la gauche a réussi. C'est une amie de Jean-Luc Mélenchon, les LHIB, qui portait cette idée. On a été, avec nous, les socialistes, avec les écolos, avec un commissaire européen social-démocrate, on a fait un bloc et on dit tous ceux qui sont dans cette situation de précarité doivent être considérés comme des salariés. On ne veut pas avoir une augmentation de la précarité, ni chez les gens qui nous livrent nos pizzas, ni chez les artisans, ni chez les professions libérales. Donc toute la gauche, les amis de Mélenchon, les écolos, les sociodémocrates, on est ensemble et tous les journaux ont dit c'est Emmanuel Macron qui ne veut pas de cette avancée sociale et qui accepte une précarité de plus en plus grande. Et au début, c'est seulement les gens de Deliveroo et ceux qui sont sur le vélo pour nous apporter la nourriture. Mais j'ai un ami avocat qui dit que si ça continue comme ça, tous les artisans, tous les avocats seront mis en compétition et celui qui aura du boulot, c'est celui qui avale le plus vite possible et le moins cher et on va précariser tout le monde. Et là, c'est très clair. Angela Merkel est d'accord pour une avancée sociale, les Espagnols, les Italiens sont d'accord pour une avancée sociale, toute la gauche est d'accord et c'est Emmanuel Macron qui bloque. Donc il n'y a pas de divergence. Autrefois, Jean-Luc Mélenchon disait qu'il voulait sortir des traités européens, oui. Mais ce n'est pas le cas. Au Parlement européen, je travaille la main dans la main avec Manon Aubry, qui était la tête de liste de Mélenchon, et on est d'accord à 90%. Donc, je ne vais pas vous faire croire qu'on est d'accord à 100%. Oui. Mais par contre, on est d'accord sur des trucs fondamentaux. Est-ce que oui ou non, on taxe la spéculation pour ne pas avoir besoin de baisser les retraites? Quand Bruno Le Maire dit qu'il faut une réforme des retraites pour rembourser le plan de relance européen, eh bien non, il n'y a pas besoin d'une réforme des retraites si enfin on crée une taxe sur la spéculation. Et ça, on est d'accord avec Yannick Jadot, avec les amis de Mélenchon, avec tous les sociodémocrates. On est d'accord là-dessus et on est d'accord on ne veut pas de Pécresse, on ne veut pas de Macron. Quand Valérie Pécresse dit qu'elle est la nouvelle Madame Thatcher, je rappelle quand même que les services publics, le système hospitalier ne s'est pas remis des dégâts de Mme Thatcher. Je rappelle que le taux de pauvreté chez les enfants, a triplé à cause de Mme Thatcher. Donc on ne veut ni de Pécresse, ni de Macron, et encore moins de Le Pen. Et on pense que ce qu'on a en commun est très important et changerait la vie quotidienne des gens. Et après ça, on a 10% de divergence peut-être avec Mélenchon, avec Jadot. Et bien si on est au pouvoir, on pourra faire des référendums et avoir des débats publics sur ces 10% qui nous séparent aujourd'hui. Alors à vous écouter, finalement, on se demande ce qui bloque. C'est quoi? C'est les logiques d'appareil que vous évoquiez dès le début de cet entretien? Oui, honnêtement, certains, encore une fois, la plupart des militants qui veulent gagner la bataille du climat, qui veulent plus d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites, le jour je voyais qu'il y avait des militants d'Europe Écologie qui étaient devant le siège de campagne de Jadot avec des gros panneaux qui disaient 68% des sympathisants d'Europe Écologie, 68% des sympathisants d'Europe Écologie veulent le rassemblement. Et c'est vrai pareil chez les copains de Mélenchon ou autres. Mais effectivement, il y a des logiques d'ego, il y a des logiques d'appareil. Il y en a quelques-uns, ils sont un petit nombre, mais à la direction d'Europe Écologie, qui veulent tuer le PS et qui disent que dans 5 ans, le rassemblement se fera autour d'eux. Donc c'est un niveau de... Honnêtement, je ne veux pas être méchant, j'essaie de les convaincre de bouger, mais on n'est pas à la hauteur. En Allemagne, quand la gauche se rassemble, eh bien, ils disent qu'ils vont augmenter le salaire minimum de 25%. Au Portugal, la gauche s'est rassemblée, ils ont augmenté les retraites. C'est très concret pour moi, la politique. Je suis père de famille je suis un citoyen avant d'être un homme politique. Je vois dans la génération de mes enfants, il y en a plein qui sont terriblement inquiets en pensant que le climat part en vrille, en pensant qu'ils n'auront pas de boulot correct, en pensant que l'hôpital va s'effondrer. Donc, on a une responsabilité, c'est pas un jeu. Le problème, c'est que beaucoup de ceux qui décident sont très confortables, ils sont à 6 000 € par mois, ils sont en pleine forme et ils oublient un peu les problèmes du quotidien et se disent que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera leur tour. L'autre jour, j'ai vu un responsable d'Europe Écologie qui, au bout d'une heure, me dit « Le vrai problème pour nous, c'est de ne plus avoir Jadot dans les pattes dans 5 ans, parce que dans 5 ans, face à Édouard Philippe, peut-être que Jadot ne sera pas au niveau. » Donc, ils en sont à faire, certains, un tout petit nombre, mais ils tiennent le pouvoir, en sont à faire des plans sur la comète, sur qu'est-ce qu'on fera dans 5 ans ou dans 10 ans. Or, moi, c'est aujourd'hui qu'il faut sauver les hôpitaux, c'est aujourd'hui qu'il faut sauver les retraites, c'est aujourd'hui qu'il faut sauver le climat. Et donc, ce qui se passe en avril, beaucoup de gens ont peur d'un deuxième tour monstrueux en avril, mais ce qui va se passer en avril, ça se joue maintenant. Est-ce qu'on est capable maintenant de se rassembler pour avoir une primaire avant la fin janvier? La primaire aura lieu.
maintenant avec Taubira, avec Hidalgo, avec des gens comme moi, la primaire aura lieu, mais il faut pousser Jadot et Mélenchon à rentrer dedans. Alors sur la question de l'hôpital, par exemple, est-ce que vous êtes finalement en phase avec la politique du gouvernement qui consiste à renforcer les restrictions, à élargir ce pass sanitaire qui va désormais devenir un pass vaccinal, cette logique coercitive qui pèse sur les non-vaccinés, est-ce que vous la comprenez, est-ce que vous la défendez, est-ce que vous soutenez par exemple l'idée d'une obligation vaccinale pour tous ? La première demande des hôpitaux depuis des années et des années et des années, c'est d'avoir plus de moyens financiers. Il y a 3 ans, vous souvenez-vous, vous en aviez parlé comme toutes les radios, il y a 3 ans, avant l'arrivée du virus, on voyait des médecins et des infirmiers et des infirmières, des aides-soignantes qui avaient des bandeaux pour dire qu'ils étaient en grève. Les urgences, il y a 3 ans, disaient on va crever, c'est pas possible. Cette logique de faire plus avec moins d'argent, comme des ministres ont encore rappelé, qu'il fallait faire plus avec moins, mais c'est pas possible. On peut pas, quand des maladies de plus en plus graves arrivent à l'hôpital, des personnes âgées de plus en plus nombreuses, on peut pas inventer le fait qu'on va vers plus et accompagner mieux les gens, être plus à leur écoute, être médecin ou être soignant, enfin, c'est pas juste faire un geste médical, il faut être à l'écoute, il faut comprendre les gens, parler avec la personne malade, parler avec la famille, et donc dire qu'il faudra faire plus avec moins d'argent, c'est scandaleux. Et encore une fois, il y a des solutions. Je le redis, parmi les propositions du Parlement européen, pas seulement moi, il y a l'idée d'une taxe sur la spéculation. C'est tout bête. Quand vous et moi, on fait des courses, on paye tous de la TVA. Tous, même les plus pauvres, payent 5,5% de TVA pour manger. 5,5% de TVA. Tout le monde la paye. Et les artisans payent des impôts et les PME payent des impôts. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, la taxe, c'est 0,0%. 0,0. Donc le Parlement dit il faut créer une taxe sur la spéculation. Malgré le Brexit, malgré la crise, on aurait 60 milliards chaque année. Et si on a chaque année 60 milliards au niveau européen, il y a 10 milliards qui arrivent en France et on a plus d'argent pour les hôpitaux, on a plus d'argent pour le climat. Ça, c'est la première demande. Et après ça, oui, il faut se faire vacciner. Je pense qu'hélas, le gouvernement a rompu la confiance. Le gouvernement, on a eu les gilets jaunes, ils ont été incapables de se dialoguer. Moi, quand j'étais petit, il y avait eu mai 68. Eh bien, Pompidou et De Gaulle avaient dialogué. Il y a eu les accords de Grenelle. On se met dans une pièce, on réfléchit aux solutions. Tandis que là, la seule réponse de Macron aux Gilets jaunes, c'est d'envoyer la police. Aucun dialogue, aucune avancée sociale. Donc, ce gouvernement a menti au début quand on nous expliquait que les masques ne serviraient à rien. On a menti sur. Donc, hélas, il y a une telle défiance. Je crois qu'on est le pays d'Europe où il y a une. C'est compliqué cette question du virus. Mais on est le seul pays d'Europe où le gouvernement a tellement cassé la confiance. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui vient du gouvernement, les gens ne lui font plus confiance. Mais sur le fond, oui, il faut se faire vacciner. Tout à l'heure, je vais aller prendre ma 3e dose de vaccin. Comme tout le monde, il faut qu'on se fasse vacciner. On continue à parler avec vous juste après la pub. Pierre Larouturou, député européen, fondateur de Nouvelle Donne et candidat à la primaire de la gauche. Et de retour avec le député européen et candidat à la présidentielle, Pierre Larouturou. Pierre Larouturou, vous avez notamment parmi vos propositions cette idée de passer à la semaine de travail à 4 jours et vous jugez un potentiel de création d'emplois à plus de 1 500 000 emplois. Hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. La semaine de 4 jours, c'était une idée un peu utopique. En 1993, celui qui avait lancé le débat, c'était Antoine Riboud, le patron de Danone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un grand patron qui avait dit, avec les robots, avec les machines à commande numérique, avec l'intelligence des gens, on produit plus avec moins de travail. Et ou bien on laisse les gens au chômage ou dans des petits boulots, ou bien on est capable de réduire le temps de travail avec une idée très simple. Quand l'entreprise passe à 4 jours, si elle crée 10% d'emplois, des vrais emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et c'est comme ça que c'est possible sans baisser les salaires et sans augmenter les coûts. Par Maminova, Fleury Michon, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. C'était une idée virtuelle en 93, mais maintenant il y a 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours. Maminova, Fleury Michon, les Brioches Pasquier, tout ça, c'est des entreprises où tout le monde, aussi bien le patron, les commerciaux, les salariés, les ouvriers, tout le monde est passé à 4 jours sans baisse de salaire. Et l'entreprise recrute des nouveaux salariés et elle arrête de payer ses cotisations chômage. C'est comme ça que c'est équilibré. Et à partir de ces 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours, mais il y a aussi des petites, dans mon coin du Béarn, à Pau, si vous allez acheter une chocolatine ou une tarte aux fraises, ceux qui font le contrôle bactériologique des boulangeries, c'est un laboratoire qui s'appelle ABIOC et qui est aussi passé à 4 jours. Ceux qui font l'insémination porcine pour le jambon de Bayonne, c'est un peu moins appétissant. InPig, ils sont aussi passés à 4 jours. Donc on a 400 entreprises dans tous les métiers, toutes les tailles, qui sont passées à 4 jours. On estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Et si on crée 1 600 000 emplois, ça fait une deuxième raison pour dire qu'il n'y a pas besoin de la réforme des retraites que veut nous faire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit que s'il était réélu après sa réélection, il y aurait une réforme des retraites.
S'il la repousse, c'est sans doute que la réforme des retraites ne sera pas très populaire. Concrètement, ils veulent baisser le niveau de vie des retraités avec 2 raisons. Il faudra rembourser le plan de relance et il y aura un problème pour l'équilibre des caisses de retraite. Et moi, ce que je dis, c'est que non, il n'y a pas besoin de baisser les retraites. Non, il n'y a pas besoin de baisser les retraites parce que rembourser le plan de relance européen, ça peut être fait avec la taxe sur la spéculation et avoir plus de gens qui cotisent, avoir plus de rentrées. Eh bien, si on crée 1 600 000 emplois avec la semaine de 4 jours, c'est 1 600 000 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Et en termes de qualité de vie, je parlais l'autre jour avec le DRH de Maminova qui vous dit qu'effectivement, ça change tout. Il y a un bilan qui a été fait par le médecin du travail dans cette entreprise. Au bout de 2 ans, on voit que l'absentéisme recule, que les inégalités entre les femmes et les hommes reculent et que ça crée de l'emploi. Et donc, ça diffuse, y compris par ricochet, pour les artisans, pour les PME, mais ça fait plus de clients. Au total, si on a 1 600 000 personnes qui retrouvent du boulot, c'est 1 600 000 familles où un salaire va rentrer, c'est 1 600 000 familles qui vont cotiser en plus pour les caisses de retraite. Et pour tous les artisans et les PME qui ont du mal à avoir des carnets de commandes, eh bien, c'est la meilleure façon d'avoir une économie solide, c'est de créer des emplois de qualité. Cette semaine de 4 jours pour les travailleurs, vous la généralisez, vous l'imposez si vous arrivez demain à l'Élysée, c'est-à-dire à tous les secteurs ? On imagine que ça doit être compliqué. On n'impose pas. Je m'étais beaucoup opposé. On était avec Michel Rocard, on n'était que 2 à s'être opposés aux 35 heures de Martine Aubry à gauche. Il y a ceux du patronat qui, depuis un siècle, disent qu'il faut travailler plus. On a un problème en France, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un mouvement historique, mais à chaque fois qu'on veut baisser le temps de travail, il y en a qui rouspètent. En 1906, il a fallu que l'Église et la CGT se mettent ensemble pour avoir le dimanche, la semaine de 6 jours. Et certains disaient, si les ouvriers ont un jour de libre, ils vont se mettre à boire, ils ne sauront plus travailler le lundi. En 1936, quand il y a l'idée des congés payés, Léon Blum, il y avait des gros lobbies qui disaient à Léon Blum, surtout pas les congés payés, les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Et Léon Blum finalement a accepté les congés payés et maintenant on est très content parce que tous ont profité des congés payés et que le secteur du tourisme, si le virus se calme, le secteur du tourisme est le premier secteur d'activité en France. Donc heureusement qu'on n'a pas écouté ceux qui étaient hostiles à l'idée de la RTT ou à l'idée des congés payés. Mais par contre, aujourd'hui, il ne faut pas l'imposer, il faut relancer la négociation. Moi, j'aimerais, si on arrive au pouvoir, si grâce à la primaire populaire, on arrive au pouvoir en avril, eh bien, j'espère qu'on va relancer la négociation, qu'on va donner la parole à des salariés et à des patrons, chez Maminova, chez Fleury-Michon, chez Inpig, chez Egis, une entreprise informatique, dans ce cabinet d'avocats, dans cette entreprise de charpente métallique à Bordeaux, qu'on fait une soirée où on donne la parole à des salariés et des patrons qui racontent comment au début, la semaine de 4 jours, c'était un peu compliqué. Pendant 2 mois ou 3 mois, c'était un peu le bazar. Et finalement, on a réglé les problèmes. Et finalement, ça marche bien. Vous savez, les Anglais disent la preuve du pudding, c'est ça se mange. Eh bien, la preuve de la semaine de 4 jours, c'est que, y compris des patrons de droite, l'ont mis en place après avoir réfléchi. C'était pas obligé, mais le patron de Fleury-Michon, c'est quelqu'un, quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'est quelqu'un qui était avec Philippe de Villiers au Conseil général. C'était pas exactement ma famille politique, mais c'était un homme honnête. On s'est vu 3 fois. Et au bout du 3e rendez-vous, il m'a dit, Pierre, vous m'avez convaincu. Fleury-Michon peut passer à 4 jours sans abîmer l'entreprise, sans baisser les salaires. Et si on crée 130 emplois, c'est bien pour la région de Vendée, la zone de Vendée où on est. Pareil pour Maminova, c'était pas des gens de gauche, mais c'était des humanistes et qui se sont dit, si on peut créer des emplois sans baisser les salaires, sans abîmer l'entreprise, il faut le faire. C'est le sens de l'histoire. Ça permet aussi dans les PME d'améliorer l'accès à la formation. Donc je crois qu'il faut qu'on relance cette négociation. Vous savez qu'en Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez a mis des dizaines de millions d'euros pour relancer l'expérimentation. Ici, à Bruxelles, les syndicats de plus en plus parlent de la semaine de 4 jours. On voit bien que la croissance ne reviendra jamais suffisamment pour créer des emplois. Donc, en fait, il y a 2 grands leviers pour sortir du chômage. Et on a tous dans la famille des chômeurs, le problème du chômage. Là, le gouvernement nous dit sortez les trompettes, tout va bien parce que le chômage est revenu au niveau d'avant le Covid. C'est vrai que le chômage est revenu au niveau d'avant le Covid, mais il y a quand même 3 200 000 personnes, 3 200 000 parmi nos amis, parmi nos frères et sœurs, 3 200 000 qui sont complètement au chômage. Le temps file, donc qui font un boulot précaire. Le temps file et je voudrais qu'on évoque quand même une autre proposition qui est au cœur de votre projet, c'est ce pacte climatique qui là aussi générerait de l'emploi selon vos estimations, 900 000 emplois. C'est quoi l'idée? C'est un plan d'investissement public massif, notamment pour isoler les logements. Exactement. On voit tous que le dérèglement climatique s'aggrave. L'été dernier, vous en avez beaucoup parlé, il y a eu 700 morts dans les canicules au Canada, 700 morts. Il y a eu 200 morts dans les inondations en Allemagne, dans le Var, dans le sud de la France. Chaque année, maintenant, il y a des gens qui meurent. Tout d'un coup, il pleut, il y a des maisons qui sont emportées. Donc, le dérèglement climatique s'aggrave. Et pour gagner la bataille du climat, c'est encore possible, il faut un plan d'investissement très fort pour isoler toutes les maisons, faire des transports en commun. Dans mon coin des Pyrénées, tout le monde prend sa voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Et isoler une maison, c'est à peu près
30 000 euros. On ne peut pas demander à chaque famille de trouver 30 000 euros. Donc nous, ce que je propose, c'est un plan d'investissement massif. On a écouté les Gilets jaunes. Ce n'est pas ceux qui gagnent 1 000 ou 1 000, 2 000 ou 2 000 par mois qui doivent être taxés. On a écouté, on propose de taxer la spéculation. C'est pour ça que je me suis battu. J'ai fait une grève de la faim. Vous en aviez parlé il y a un an. Un rapporteur général du budget qui fait une grève de la faim, c'était un peu nouveau. J'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour dire l'ensemble du Parlement dit qu'il faut taxer la spéculation. Il y a aussi d'autres idées, taxer les milliardaires, lutter contre l'évasion fiscale. Mais ça, c'est une solution qui est très efficace. Et c'est Bruno Le Maire et c'est Emmanuel Macron qui bloquent la négociation. Et malgré tout, on a même été reçu par le pape. Je ne sais pas si vous en aviez parlé. Même le pape a voulu montrer qu'il soutenait cette idée de taxer la spéculation. Une petite taxe, 0,1%, pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites, pour le climat. Et donc, j'espère que grâce à la primaire populaire, je le redis, grâce à la primaire populaire, on peut se rassembler, on peut redonner de l'espoir aux gens. Comme au Chili, on peut gagner l'élection si on est rassemblé. Et dès le mois d'avril, on pourra débloquer les négociations européennes et on peut effectivement créer 900 000 emplois. Donc, si vous créez 900 000 emplois avec le pacte climat et 1,6 million avec la semaine de 4 jours, au total, on peut créer 2 500 000 emplois. Ça peut redonner de l'espoir à beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont dans la précarité. Et il n'y aura aucun problème pour financer les retraites. Merci infiniment, Pierre Larouturou, d'avoir été avec nous sur Sud Radio.